Bonjour à tous, bienvenue, merci de votre intérêt pour cette conférence qui va traiter de l'intelligence artificielle et plus précisément de l'intelligence artificielle appliquée à l'optimisation du tri des déchets. Petit point de tool. Alors pourquoi cette conférence? Parce que l'intelligence artificielle, comme je le précisais, appliquée au tri aujourd'hui, révolutionne les standards d'industrie pour proposer un tri plus rapide, plus précis, plus traçable, et vient traiter des enjeux clés comme l'amélioration continue de la qualité de tri matière, l'optimisation des coûts, la réponse aux nouvelles normes réglementaires et en dernier lieu la sécurisation des opérations, on y reviendra. Donc vous allez découvrir une technologie mature et son fonctionnement, des cas d'application très concrets et des retours clients sur ces différentes applications. Donnez-moi une seconde. Attendez. Voilà, on va le faire comme ça, ce sera mieux. Alors d'abord, je commence par me présenter. Je m'appelle Eric Voisin. Je suis directeur associé de la société Next Waste, une jeune entreprise française de 2023 qui a pour vocation de dénicher puis d'intégrer différentes solutions technologiques menant à une meilleure compréhension de la composition des flux déchets et également à une amélioration des opérations de tri. Nous collaborons depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi avec la société britannique Grey Parrot, spécialiste justement de l'entraînement IA autour des flux déchets, plus spécifiquement des flux déchets issus de notre collecte sélective. Donc on est partenaire autour d'une vision commune et on distribue et on co-développe également avec eux des solutions spécifiques. On distribue la solution Grey Parrot sur le marché français. Je vais abandonner la petite télécommande. Alors pourquoi de l'IA dans le tri? Pour plusieurs raisons. La première, elle est assez fondamentale. Aujourd'hui, dans le fonctionnement de nos centres de traitement de déchets, quels qu'ils soient, on a des raisons réglementaires et des raisons opérationnelles de venir effectuer des contrôles de composition plus ou moins réguliers. Et aujourd'hui, dans une industrie relativement bien développée, l'essentiel des décisions, qu'elles soient opérationnelles ou stratégiques d'ailleurs, sont prises sur la base de caractérisation effectuée manuellement, avec une représentativité finalement du déchet relativement, voire très faible. Pour vous donner un ordre de grandeur, un centre de tri de collecte sélective qui va traiter 20-30 000 tonnes par an, ça représente 10-15 tonnes de l'heure de traitement de flux de déchets, va ponctionner à intervalles réguliers des lots de 15-20 kg, va les analyser manuellement et va tirer l'essentiel de ces décisions futures d'investissement sur la base de cette information qu'on considère nous comme étant particulièrement tronquée et peu représentative. Au-delà de ces aspects réglementaires et de contrôle de l'évolution des flux, il y a un enjeu très important autour de la maîtrise de ces flux. Il ne suffit pas juste de caractériser, il s'agit également d'utiliser cette donnée en temps réel pour aller améliorer la performance de séparation, la performance de tri de nos centres de traitement. Donc l'outil, l'IA bien appliqué dans le déchet va permettre d'amener un nouveau niveau de compréhension et une capacité à agir directement sur la performance des opérations existantes. Donc avec notre partenaire, on a pour mission de mettre la connaissance du déchet au travers de l'IA au centre de la stratégie déchets, à la fois des collectivités et des exploitants privés de nos centres de tri. Pour un tout petit peu de contexte, c'est une solution très mature dont le modèle est entraîné depuis 2019 déjà. On est présent dans une vingtaine de pays, autour de 55 centres de tri ou centres de recyclage, et on a bientôt près de 200 unités installées. Pour vous donner une idée, concevoir un modèle d'IA appliqué aux déchets, quand on a conscience de la multitude de flux, de types d'emballage, de types de déchets qu'on peut y retrouver, c'est un entraînement qui demande annuellement de venir annoter plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'images de déchets pour améliorer la performance de détection de nos outils. Pour un peu plus de perspective, l'année dernière, on est venu analyser au total sur l'ensemble de nos centres de tri près de 40 milliards d'objets distincts qui viennent eux-mêmes contribuer à une meilleure performance de détection. Alors comment tout ça fonctionne? On va rapidement passer au cas concret, mais c'est intéressant de comprendre ce qu'il y a derrière tout ça.
C'est relativement simple au final. On utilise un boîtier très compact qui va être positionné directement sur ligne de tri, au-dessus des convoyeurs qui viennent transporter nos déchets pour les mener à différentes strates de séparation. On va venir positionner notre analyseur qui embarque lui-même un ordinateur, qui intègre un modèle d'IA général, puis spécifique à chaque ligne, et qui va venir, à une vitesse allant jusqu'à 3-4 mètres secondes, analyser l'ensemble des déchets présents sur la ligne. Ces informations-là, donc il va analyser l'ensemble des objets, les assigner à la bonne classe, en estimer le poids, la valeur. Ces informations-là, elles vont ensuite être poussées vers une interface métier, où les opérateurs vont avoir accès à un certain nombre de métriques, vont pouvoir comprendre la composition de leur flux en temps réel, définir des alertes lorsque la pureté descend en dessous d'un seuil défini, par exemple. Et ces mêmes données, c'est là que la chose devient très intéressante, peuvent être utilisées à la milliseconde pour être poussées vers des équipements de tri existants, par exemple, pour en améliorer la performance de séparation. Revenons un tout petit peu sur la taxonomie que l'on traite, la typologie de déchets qu'on est en mesure d'identifier précisément. Aujourd'hui, on analyse 111 classes de déchets au sein de 13 grandes catégories, essentiellement des catégories de déchets issus de la collecte sélective. On travaille aussi de plus en plus les déchets industriels ou les déchets issus de nos activités économiques également. Et on le fait en analysant plusieurs strates d'informations. On va bien entendu identifier ce qu'est l'objet. Ici, une bouteille en PET bleu clair. On va identifier, en tout cas estimer sa masse, sa valeur résiduelle. On peut aller très très loin, on peut aller beaucoup plus loin que ça. On peut définir avec grande précision si c'est un plastique de qualité alimentaire ou non, ce qui a un impact. Les émissions liées à la consommation, au transport et au traitement de ce produit. Et aujourd'hui, on est même en mesure, à la vue de l'expérience cumulée qu'on peut avoir sur ces flux-là, d'identifier avec une grande précision la provenance, la marque ou le fabricant de l'emballage, ce qui nous permet aussi d'entamer aujourd'hui, dès cette année, un programme qui permet aux marques de travailler sur la notion de recyclabilité de leurs emballages. Parce qu'on est capable de déterminer assez précisément les types d'emballages, les types de conditionnement, les types de manchons positionnés sur les emballages qui vont affecter positivement ou négativement l'effort de tri. Un exemple tout bête, vous avez un manchon qui vient couvrir votre bouteille d'eau, en fonction de sa taille, la capacité à traiter cette bouteille-là va être plus ou moins affectée. Donc voilà, on va dans un très grand niveau de détail sur l'ensemble de ces flux-là, pour des applications assez concrètes. Donc les objectifs, ils sont assez simples au final. On cherche à rentabiliser le traitement des déchets. Et pour ça, il faut optimiser un certain nombre de points. On cherche à garantir la qualité des produits sortants, parce que nos déchets sont valorisés, sont séparés en fonction des flux pour être ensuite compressés en balles et être envoyés chez des recycleurs. Il faut pouvoir attester de la qualité des produits sortants, des produits entrants. Automatiser le tri. Comme je le précisais plus tôt, les informations qu'on propose peuvent être poussées à la milliseconde vers des équipements de tri existants. Et puis plus globalement, il s'agit de venir apporter un degré de transparence autour du déchet dans un secteur qui en a grandement besoin, pour la raison que je citais plus tôt, a besoin de connaître les flux dans un contexte où nos flux de déchets évoluent, nos packaging évoluent, les centres de tri ont parfois du mal à suivre. Il est toujours intéressant d'accéder à un meilleur niveau de connaissance de ces opérations, de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Donc, en allant de plus en plus vers les cas concrets de l'intelligence artificielle appliquée au tri des déchets, nous, on vient positionner nos analyseurs de flux donc directement sur convoyeur. Et vous voyez ici un schéma de centre de tri plus ou moins classique. Et il y a 3 emplacements clés où on se positionne quasiment toujours. C'est en alimentation, ce que vous voyez ici en bas. Donc à l'alimentation, on va chercher à comprendre la composition totale du flux de manière, pour 2 raisons. Premièrement, confronter, dans le cadre de la collecte sélective, permettre à la collectivité de comprendre quelle a été sa performance de tri à la source. En fonction de la composition de ce qui arrive dans le centre de tri, on sait directement si les déchets ont bien été triés, si la formation de tri a bien été communiquée à ses administrés.
Et la connaissance de la composition de ces flux permet aussi de tout de suite pouvoir modifier les recettes de tri en fonction de l'homogénéité ou non du flux qui est reçu, et ce qui va permettre une meilleure performance de séparation tout en maintenant une production élevée. Ensuite, on vient positionner ces mêmes analyseurs tout au long de la chaîne, et ces analyseurs communiquent entre eux, en général directement sur les lignes produits qui représentent des enjeux financiers importants, principalement pour venir contrôler la performance en temps réel et venir authentifier la pureté des produits sortants avant leur éventuelle revente. Et un autre emplacement qui est très stratégique pour la compréhension de la performance de tri, c'est la ligne des refus. Tout ce qui est destiné à partir, qui est considéré comme n'ayant pas de valeur en termes de recyclage, tout ça part en ligne de refus. Le refus, c'est en moyenne, alors ça va dépendre d'un site, ça oscille grandement d'un site à l'autre, mais il faut considérer que pour 100 tonnes qui rentrent dans un centre de tri, vous avez du refus à l'entrant, vous avez déjà 20 ou 30% qui ne sont pas qualifiés pour être là, et en sortie de tri, vous avez encore entre 20 et en moyenne 40%, ça peut aller beaucoup plus haut, de refus de tri. Donc ça veut dire que sur les 100 tonnes qui sont arrivées, vous avez peut-être 30 tonnes qui sont véritablement recyclées. Sont des pertes conséquentes pour des valorisables qui se retrouvent là et qui sont donc destinés soit à l'enfouissement, de moins en moins, et la plupart du temps destinés à être envoyés vers des unités de valorisation énergétique. On a en France et en Europe des objectifs de valorisation matière avant tout, et on a ici des pertes considérables qu'on représentera un peu plus tard dans un cas spécifique. Alors toutes ces données, comme je le précisais plus tôt, sont poussées en temps réel vers une interface métier qui permet un pilotage très très précis de l'unité de tri pour les raisons précisées plus tôt, avec un grand nombre de fonctionnalités. Je vous invite d'ailleurs à venir suivre une démo en temps réel de notre analyseur qui est présentée aujourd'hui et sur le stand B4. Ces mêmes informations-là, et c'est là qu'elles trouvent toute leur valeur, au-delà du fait de venir proposer la donnée, c'est de la rendre opérationnelle et active. Et ça, on le fait au travers notamment du développement de seuils d'alerte et de notification en temps réel, ce qui va permettre, par exemple, c'est exemplifié ici, à droite de l'écran, on a un client qui cherche à garantir la pureté de son flux plastique et qui a défini un seuil à minima, en dessous duquel il ne fallait absolument pas descendre pour plus de 15 minutes d'affilée. Et donc cet opérateur-là est informé en temps réel, ça lui permet d'éviter les blocages, ça lui permet d'éviter les différents temps d'arrêt, d'optimiser son tri et de ne pas être pénalisé à la revente de ces balles plastiques. Donc in fine, l'objectif, si on devait en définir qu'un seul, c'est de représenter un petit peu le cerveau des opérations et de proposer au centre de tri de trouver l'équilibre optimal entre débit et pureté. C'est-à-dire que quand on cherche à produire beaucoup, c'est quasiment toujours au détriment de la qualité du travail qui est fait. Donc c'est un vrai dilemme pour les opérateurs parce qu'il y a de plus en plus de flux à traiter. On n'a pas énormément de centres de tri de collecte sélective en France. On en manque probablement. Et donc arriver à affiner ces recettes en temps réel pour optimiser à la fois le débit et la pureté, c'est la clé de la profitabilité pour une filière, rappelons-le, qui vide la subvention, qui vide nos impôts et qui a tout le potentiel, quand on regarde la valeur résiduelle de nos emballages, d'être totalement autofinancé et de vivre très bien là-dessus. Simplement, ça demande un effort concerté de standardisation de ce type de pratique de contrôle et d'optimisation des flux. On travaille d'ailleurs aussi bien, je le précise, c'est quand même important, on travaille aussi bien avec les collectivités qui cherchent justement à mieux comprendre comment performent leurs centres de tri et surtout à mieux revendre la matière sortante. Il faut rappeler que les collectivités signent des contrats de rachat et sont intéressées directement à la performance de tri de leurs exploitations. Mais c'est un outil très opérationnel qui sert en premier lieu à l'exploitant, privé la plupart du temps, public parfois, de ces mêmes centres de tri ou même aux recycleurs privés pour vraiment une optimisation des opérations au quotidien. Alors parlons cas concret, j'en ai 4 à vous présenter, c'est assez rapide. Le premier cas démontre l'intérêt de compréhension du flux entrant. Donc là on a un cas chez un client irlandais qui reçoit des balles
de plastique en mélange et des balles de PET, et qui se retrouve face à un enjeu assez essentiel, c'est garantir la qualité de son produit sortant. Donc ils font du PET alimentaire recyclé, et il faut pour ça s'assurer que l'ensemble des plastiques, l'ensemble des résines présentes dans son flux soit bien de qualité alimentaire, n'est pas servi à contenir des solvants ou autres produits dangereux. Et donc il faut une analyse très granulaire de sa composition entrante pour ensuite ajuster les recettes et s'assurer d'avoir un produit de qualité. Donc ça, c'est un outil qui a été installé dans 3 installations clés, en Europe de l'Est notamment, et qui permet un gain opérationnel conséquent pour cet opérateur qui a pu augmenter la qualité de ses produits sortants d'environ 3 points de performance. J'ai oublié de préciser une chose, c'est que notre algorithme détecte les déchets avec une performance moyenne de 98,5%. On arrive à des taux de précision très très élevés uniquement par la vision par ordinateur. Bien qu'on puisse d'ailleurs rajouter des strates technologiques quand cela est nécessaire. Deuxième cas très intéressant, c'est identifier puis réduire la présence de valorisables dans cette fameuse ligne de refus dont je parlais un petit peu plus tôt. On a fait un test qui a révélé beaucoup de choses avec un de nos clients britanniques pour le coup, qui était persuadé au départ d'avoir à peu près 25% de valorisables sur sa ligne de refus. Il s'est avéré que près de 93% de tous les déchets sur ces lignes de refus étaient valorisables. Et sur les 93%, près du quart avait une très haute valeur de reprise potentielle. On a donc identifié que le manque à gagner mensuel était d'environ 66 000 € pour ce client, uniquement sur la part des valorisables à haute valeur. Quand on dit haute valeur, ça va être voilà, le PET, l'acier, le carton dans une certaine mesure, journaux, voilà, l'HDPE, etc. Un manque à gagner de 700 000 € annuels. Quand vous en prenez conscience et que vous en avez la preuve par A plus B, ça permet tout de suite de prendre un peu de recul et de se poser les bonnes questions sur l'intégration d'une nouvelle strate de tri, sur la modernisation de ces opérations, ou sur le fait de renvoyer toute cette donnée vers les équipements de tri existants. Donc le gain a été très conséquent pour ce client-là qui a rentabilisé notre solution dès le premier mois, finalement, et qui l'utilise toujours. Alors, on n'a pas réussi à capter l'ensemble du flux, mais on a réussi à réduire la présence de valorisables à valeur élevée, voire très élevée dans ce flux-là. On a pu la diviser par 2, en l'espace de quelques mois. Autre application qui est de plus en plus présente aujourd'hui, nos collectivités ont des obligations aujourd'hui de caractérisation. Elles font de la caractérisation matière de manière manuelle. Donc elles vont dans leur centre de tri. Elles ont pour obligation d'effectuer 18 caractérisations annuelles sur leur flux de déchets, accompagnées par un des exploitants et bureaux d'études. Donc le besoin de caractérisation est devenu très élevé. Il faut s'y rappeler que la caractérisation manuelle du déchet, c'est un processus relativement chronophage, pas forcément le plus marrant à effectuer non plus, et pas le plus sûr. Donc nous, on est venu dans cette application-là retirer notre boîtier d'analyse de la ligne de tri pour l'intégrer dans une station de caractérisation automatisée. On va pouvoir là passer des flux très très importants de déchets, créer des rapports de composition très précis et faire cette opération 20 fois plus vite avec un opérateur, c'est une station semi-automatisée, donc ça ne change rien à ce niveau-là. On a la même équipe, mais cette même équipe va pouvoir faire le même travail 20 fois plus vite et passer le reste de son temps à faire des tâches plus essentielles pour les opérations. Et c'est aussi pour cette même application qu'on travaille avec BIFA, qui est l'un des plus grands recycleurs au Royaume-Uni, pour maximiser la pureté. On est vraiment sur un contrôle, une caractérisation continue de leur flux. Je vous laisserai après cette dernière application qui, à mon sens, est une des plus intéressantes et les plus urgentes à traiter aujourd'hui. On s'intéresse depuis 2 ans déjà à une éventuelle détection anticipée des objets dangereux sur ligne de tri. Vous n'êtes peut-être pas tous au courant aujourd'hui que le centre de tri, c'est le milieu le plus accidentogène, le milieu industriel le plus accidentogène de France. C'est le milieu dans lequel on retrouve le plus d'accidents du travail, le plus de troubles musculo-squelettiques, le plus de départs de feu et le plus d'explosions, tout confondu.
On a très rapidement identifié dans les flux de déchets que l'on analyse dans nos centres de tri actuels une présence plus ou moins importante d'objets dangereux. Il faut comprendre qu'entre 2015 et aujourd'hui, la mise sur le marché de petits objets électroniques a été multipliée par 10. On en a partout dans l'ensemble de nos objets du quotidien, que ce soit la pile cylindrique, les petites piles qu'on connaît tous, les piles boutons ou les batteries au lithium ou les objets qui en contiennent, lorsque mal triés et envoyés directement dans nos poubelles, qu'elles soient poubelles noires ou poubelles jaunes, ces éléments-là se retrouvent dans nos centres de tri, passent par des strates de séparation diverses et variées, se retrouvent endommagés, parfois broyés ou écrasés. Et quand ça n'arrive pas durant le process de tri, ça arrive au moment où on vient compresser les balles de produits sortants pour les envoyer chez des recycleurs. En moyenne, alors c'est un sondage assez informel que je vous donne, c'est le retour qui nous est donné des centres de tri que l'on visite en cours d'année, donc c'est le retour d'une trentaine d'opérateurs. On constate une moyenne d'une douzaine de départs de feu annuels, avec des pics pour certains sites qui nous disent avoir jusqu'à 5, 6, 10 départs de feu mensuels. Il faut comprendre qu'on vient mettre un objet hautement flammable qui, dès que son intégrité est remise en question, se retrouve dans une pile de déchets qui ne demande qu'à brûler et monte en température. Aujourd'hui, le centre de tri agit de manière curative, c'est-à-dire qu'on va installer des infrarouges, on va identifier le problème lorsqu'il est souvent trop tard. Il n'y a pas très longtemps de ça, un site en Île-de-France a brûlé en l'espace de quelques minutes pour cette même raison. Et donc notre objectif sur ce flux-là, c'est de pouvoir proposer une détection anticipée, avant que l'objet en question puisse poser un risque pour l'installation. Et donc ça implique une détection automatique dès la ligne d'alimentation ou dès les lignes produits, enfin sur l'ensemble du process. Par la vision par ordinateur, on arrive déjà aujourd'hui à identifier à peu près 40% de l'ensemble des objets dangereux qui passent sur la ligne. Ça paraît pas énorme par rapport à ce qu'on sait faire sur d'autres flux, mais c'est 40% de mieux que ce qui se fait aujourd'hui. Il faut savoir que au-delà des D3E, il y a un autre enjeu, qui est aussi un enjeu de santé publique, ce sont les bonbonnes de protoxyde d'azote. Dans certaines régions spécifiquement, on retrouve beaucoup de ces bonbonnes dans les flux de déchets. Ces bonbonnes-là, si elles ne sont pas extraites, finissent immanquablement en unités de valorisation énergétique. Et une fois arrivées là, elles se retrouvent dans des fours. Et ces bonbonnes de protoxyde d'azote se transforment en bombes, explosent dans les fours et créent des risques pour les installations essentiellement, sachant qu'en moyenne, une UVE est indisponible pendant une vingtaine de jours par an à un coût moyen entre 20 et 40 000 euros par journée d'indisponibilité. Donc là aussi, avec un même modèle, on cherche à identifier ces fameuses bonbonnes de protoxyde d'azote pour sécuriser les opérations, sécuriser les personnes. Donc ça, c'est un travail au long cours. On vient étendre notre taxonomie pour traiter le sujet de la détection anticipée des déchets dangereux. Donc en somme, on traite des enjeux pas toujours, parfois conflictuels, mais globalement, on vient aider collectivités exploitants à une amélioration de la performance de tri pour des raisons différentes, comme je le précisais un petit peu plus tôt. Pourquoi c'est essentiel? Parce qu'aujourd'hui, comme je le précisais avant, on n'a pas vraiment d'outils de contrôle, on n'a pas vraiment la connaissance des flux déchets en temps réel. Et à notre sens, alors je suis pas forcément bien placé pour le dire, à notre sens, c'est finalement ce type d'outil qui devrait à terme devenir un peu un standard d'industrie, qui devrait finalement équiper l'ensemble de nos centres de tri au niveau des flux entrants et des flux sortants. Il apparaît pour nous être un enjeu essentiel de mieux connaître nos flux déchets si on doit appréhender la manière dont on doit les traiter à l'avenir. C'est un outil très puissant qui, au-delà de la compréhension des tendances, permet d'affecter directement la performance à des coûts extrêmement maîtrisés. Et à notre sens, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, un peu à toutes les sauces. C'est vraiment dans le déchet, finalement, qu'on trouve une des applications les plus pertinentes, finalement, et les plus concrètes de l'IA.
elle effectue ici un travail que l'humain ne peut pas faire, ne sait pas faire, en tout cas pas à ces vitesses de défilement. Et c'est du temps que l'opérateur peut dédier à d'autres tâches plus valorisantes aussi. Donc voilà pour moi, je vous invite, si vous en avez, à me poser des questions. J'ai un micro pour ça. Est-ce que quelqu'un a une question spécifique, de technique ou sur un cas d'usage? Pas particulièrement. Écoutez, je vous remercie tous pour votre attention. Bonne journée, merci.